Jean-François Faure, bonjour. Émission numéro 14. On a laissé passer des jours, des semaines, des mois, puisque la dernière édition date quasiment de plus de 6 mois. On vous retrouve donc 6 mois après cette émission. On est en mai 2021. Ça fait un an exactement qu'on sortait du premier confinement, qui était un confinement dur. Comment ça va? Comment va le groupe au coffre? Vous en êtes où? Est-ce que ça fonctionne toujours? Est-ce que vous avez abouti avec la résilience? Vous avez fait le tour de la résilience? Alors nous, pendant ces quelques mois où effectivement on n'a pas pu faire nos interviews, qui à l'époque étaient hebdomadaires, en fait on a eu beaucoup de travail et on a pu achever notamment notre levée de fonds sur Veracash, parce que c'était vraiment quelque chose d'important pour nous, afin de proposer des services majeurs qu'attendent nos clients et qu'on n'aurait pas pu apporter avant plusieurs années. En les autofinançant. Donc là, sur ce sujet-là, donc une très bonne nouvelle, 2 millions d'euros levés. Et globalement, à part le financement international, tout le reste est validé. Donc la sécurité, les applicatifs, l'Eurogold, l'IBAN personnel, donc qui fait de nous un véritable challenger des néobanques. Et même le compte multi-devises, tout ça est financé. Alors, c'est pas pour autant que, notamment le compte multi-devises, on l'aura après-demain, parce que tout ça, Ouais, c'est... c'est un plan de charge sur Ouais, quoi? Sur 3 ans? oui, quasiment. Quasiment. Il faut bien ça, parce que c'est, quelque part, se réinventer sur un métier qui, à la base, était peut-être un peu le nôtre dans l'opérationnel, mais sur certains détails, on sait que le diable se cache dans le détail, il y a quand même pas mal de travail. Voilà, donc ça a été le gros du travail. Et puis évidemment, sur au coffre, accompagner nos clients et on Vos va le nouveaux clients? nouveaux clients. Et puis, Nombreux nouveaux clients? c'est ça. Et puis on va le voir avec les statistiques, notamment un peu mondiales, où finalement OCOF s'inscrit dans ce genre de mouvement. La demande sur l'or physique dans une logique d'épargne n'a pas baissé, au contraire, c'est plutôt en augmentation. Je reviens juste un instant sur la levée de fonds Veracash. Ça a été salué par la presse économique. C'est une levée de fonds auprès de clients, et Oui. ça, c'est toujours un peu original et spécifique à votre gouvernance et à votre façon de diriger le groupe au coffre. Bah, pour nous, c'est une manière assez naturelle parce que depuis le début, on aime bien que les choses soient transparentes. En fait, le gros de notre boulot, c'est d'arriver à montrer qu'on fait bien les choses. Et il y aura toujours quelqu'un qui nous dira ah oui, mais là, je te crois pas, ou ça, vous pourriez faire ce que vous voulez, etc. Bon, ben, ok, si vous mettez votre nez dans les comptes, si vous mettez votre nez dans les coffres, si finalement tout est étalé, on ne peut pas faire plus que d'être extrêmement transparent. Et donc de manière assez naturelle que nos utilisateurs, nos clients fassent partie un petit peu de cette aventure et donc aient accès à des niveaux d'information et de partage qui sont quand même très élevés, je pense que c'est la manière la meilleure et la plus efficace pour ça. Et puis après, évidemment, on sait qu'un investisseur, quand il est client, ben, c'est quelqu'un qui devient prescripteur. Ça, c'est un peu comme dans l'univers du quick starter ou du financement participatif. On sait que les gens qui font partie de la communauté, ce sont les premiers à relayer l'information et à être les meilleurs porte-drapeaux. Alors on va revenir sur l'état du monde. Quand on avait fait notre précédente émission, Biden n'était pas encore élu. Aujourd'hui, il l'est. Ces 100 premiers jours ont été salués par une grande partie de la classe politique française, notamment de gauche, en disant mais ce gars-là est en train de faire des choses que la gauche française n'a jamais réussi à faire aussi vite. Mais il a notamment aussi lancé un plan de relance important et donc il va affaiblir le dollar, Biden. Alors, ça, probablement que c'est ce que l'on verra dans quelques mois, quelques années. En tout état de cause, par contre, à son arrivée, ça s'est traduit plutôt par l'inverse. C'est plutôt une revalorisation du dollar qui était en fait quelque part à l'échelle mondiale un signal fort sur une relance américaine, etc. Ça s'est traduit aussi en parallèle par une hausse des taux d'intérêt. Et en fait, c'est comme si on avait des États-Unis qui reviennent à un monde d'il y a quelques années avec le dynamisme d'un après Covid. Donc
on est pressé que les choses reviennent à la normale et comme on est très fort, on est capable de faire x10 par rapport à avant. Et donc là, aujourd'hui, on a les États-Unis qui sont dans cette posture. Après, nous, en tant qu'Européens, il faut qu'on fasse un petit peu attention et qu'on ne soit pas comme, vous savez, ces gens qui sont un petit peu forts, un petit peu avec de l'embonpoint, et qui vont remarquer qu'il y a un mec qui, lui, est habituellement sportif et vient de se manger 2 Big Mac. Et se dire, bah tiens, si lui il a mangé 2, je peux aussi moi en manger 2. Vous voyez, c'est ça la problématique aujourd'hui. Ouais, l'état d'esprit des Américains, ça reste quand même le rebond. Oui, Enfin, c'est dans leur ADN, quoi. c'est ça, de base. Et donc, il faut comparer ce qui est comparable et ne pas prendre chez eux uniquement la partie qui nous intéresse. Parce qu'ils ne sont pas dans la même posture, c'est pas la même dynamique individuelle, etc. Et on a trop tendance, surtout nous, en plus en France, avec un prisme qui est quand même très très orienté, même politiquement, à voir que des choses en se disant, mais voilà, ouais, ça c'est super, on va faire pareil. Non, mais on ne peut pas comparer. Les Américains, pour certains aspects, sont probablement tout aussi différents culturellement que certains pays d'Asie. Et ça, on a trop tendance à l'oublier. Quand on déverse plusieurs milliers de milliards de dollars dans une économie, clairement, à un moment, il va y avoir soit de l'inflation, soit une baisse de la monnaie. Enfin, ça, c'est inéluctable. Alors ça, c'est inéluctable quand on fait la même chose et qu'on est européen. Quand on est américain et que le dollar reste la monnaie globalement de tout le monde, en dehors même des États-Unis, je dirais que c'est globalement financé à peu près par la terre entière. Et c'est ça le sujet, et c'est un petit peu moi ce qui m'énerve quand je suis dans ma voiture et que j'écoute les radios orientées business, c'est de me dire que tout ce qui est en train de se mettre en place en ce moment aux US, c'est aujourd'hui, même nous les Français, qui sommes en train de le payer, quoi. A contrario, le plan de relance français qui est absolument nécessaire. On peut dire effectivement que ça va être peut-être aussi les Allemands qui vont le payer, mais ça va être avant tout les générations futures françaises qui, elles, vont le financer. Alors j'insiste sur cette histoire d'inflation ou de baisse du dollar, de faiblesse du dollar, parce que ça a un lien avec le cours de l'or. Donc tout ça pour, en clair, la question c'est est-ce que l'or finira par remonter parce que la planche à billets fonctionne à plein côté dollar. Alors, bah, même sans parler du futur, on peut déjà parler de ce que provoque une posture du dollar et une posture des taux d'intérêt aujourd'hui sur le cours. Alors là, on est plutôt dans une baisse du cours depuis le mois d'août, baisse du cours et après suivie par une stabilisation où aujourd'hui on est sur un cours de l'or qui est plutôt très plat, mais en fait qui a accompagné des mouvements assez clairs, notamment autour des ETF, hein, qui ont été sur le coup, qui ont battu des records il y a de cela à peu près un an d'achat, que ce soit tant en Europe qu'aux US qu'en Asie. Et aujourd'hui, on est sur un phénomène inverse, où là, c'est de la vente nette. Hein, mon fameux petit robot de trading basé à New York qui s'appelle Ferguson 37, eh bien lui, il a décidé de vendre son or parce qu'il a autre chose à faire. Et justement, il accompagne la relance américaine. Il préfère se positionner sur une action Coinbase. Voilà. Eh bien, pourquoi en fait aussi il est poussé à revendre? Il est poussé à revendre parce que globalement, en ce moment, le cours de l'or, le cours du dollar est plutôt un peu plus fort à l'instant où on se parle, et les taux d'intérêt sont plutôt partis à la hausse, et ça c'est très porteur à contrario, donc pour justement revendre son or quand on est un investisseur institutionnel. Donc dans ce sens, les choses se passent comme ça. Et donc à contrario, si on imagine que le cours du dollar pourrait partir à la baisse, mais j'en suis même pas si convaincu que ça, puisque finalement cette création monétaire ou par de la dette, comme je dis, c'est plutôt tous les autres qui vont la payer. Et donc c'est plutôt à un moment donné un affaiblissement de l'euro, c'est plutôt de l'inflation euro ou d'autres pays, qui sera peut-être le corollaire de ce que l'on vit en ce moment sur la relance américaine. Donc c'est à mon avis plutôt dans ce sens qu'il faut le voir. Mais
pour mémoire, on est nous en zone euro, donc le jour où l'euro va se mettre à tousser, et ça se passera, à ce moment-là, il est évident que le cours de l'or en euros sera revalorisé. Donc c'est plutôt dans ce sens qu'il faut, à mon avis, le voir. La problématique américaine n'est pas la même. Alors, c'est intéressant cette situation parce que les ETF, effectivement, ont vendu massivement de l'or. Je crois qu'au premier trimestre, c'est 177 tonnes, ce qui est énorme en 3 mois. Et pourtant, le cours de l'or est plat, voire en train de retourner avec une tendance un peu haussière. Ce qui montre bien qu'il y a de nombreux sous-jacents qui rééquilibrent, ou en tout cas une sorte de vase communicant. Les ETF vendent, les banques centrales rachètent, et les bijoux sont toujours là, etc. Clairement, en fait, c'est ça qui fait la qualité de l'or par rapport à tout autre type d'actif, c'est qu'il n'est pas sous-tendu que par une seule activité ou un seul cycle, etc. L'or est multiple. Et c'est ça que l'on voit. C'est-à-dire que l'or aujourd'hui, contrairement à il y a un an où effectivement sa valeur était grandement structurée par les mouvements sur les ETF, Par la aujourd'hui, finance. par la finance, exactement. Et on se souvient des records. Aujourd'hui, on est sur un cours qui effectivement a baissé, mais qui reste quand même très élevé. N'oublions pas qu'on est quand même très largement au-dessus déjà des records battus en 2019. Donc ça reste un cours qui est quand même très élevé et qui, à l'instant où on se parle, va être plutôt sous-tendu par une très forte hausse sur, alors déjà, les bijoux. Alors pour moi, c'est quelque chose, c'est un signal très rassurant parce que ça faisait partie de mes éléments d'inquiétude, pas autour du cours de l'or, mais autour de l'or tout seul, qu'il y ait une désappétence sur le bijou qui fasse qu'on perde ce volet extrêmement important qui structure la valeur de l'or. Et en fait, le bijou est reparti très fortement à la hausse, que ce soit en Chine, je crois qu'on est à peu près sur 200 tonnes, hein, rien que sur la Chine. L'Inde, 100 tonnes. Alors là, c'est sur par exemple le premier trimestre. Hein. On n'a pas encore mesuré, et on le verra dans 2 mois, 2 mois et demi, les effets dramatiques de ce qui se passe en ce moment en Inde sur un Covid-19 qui est hors de contrôle. Et donc Covid-19 hors de contrôle, confinement, confinement pas de mariage, etc. Voilà, donc ça, on en reparlera dans quelques temps. Oui, mais valeur refuge aussi. Mais valeur refuge aussi. Et effectivement, et là on arrive sur un autre volet. Donc là j'ai parlé des bijoux, très forte hausse. On est sur un autre volet aussi. Et là on est toujours dans de l'épargne en fait personnelle. C'est la détention de pièces et de lingots. Et là aussi, en bas des records. Pour preuve, en ce moment, sur ce premier trimestre, on a acheté plus de lingots et de pièces qu'il y a un an, en pleine crise, où on s'imaginait que le monde allait s'effondrer. Donc mon petit robot de trading Ferguson 37, il y a un an, c'est lui qui faisait le marché. Aujourd'hui, c'est plutôt monsieur tout le monde, tant sur du bijou que sur de l'épargne sous forme de pièces, de lingots ou même de jetons, puisque même le jeton fait 20 tonnes à lui tout seul. Alors, on est en train là de donner les chiffres du World Gold Council, qui est l'organisme qui étudie et qui réunit les industriels de l'or. C'est une association mondiale. Ces chiffres donnent aussi pas mal d'achats par les banques centrales, c'est-à-dire que quand le cours baisse, donc les robots financiers vendent, les banques centrales, certaines banques centrales achètent, en faisant les soldes. Oui, tout à fait. Alors, clairement, de toute manière, cette notion de faire les soldes, donc l'on a vu sur le bijou, puisqu'il a été en grande partie porté par cette baisse du cours. On l'a vu aussi sur les lingots et les pièces, et donc pour les particuliers. Et on le voit aussi du côté des banques centrales. Et c'est d'ailleurs assez drôle de voir des banques centrales finalement se comporter comme monsieur ou madame Michu. Et se dire, tiens, je commence à avoir une vision un petit peu dégradée de l'avenir, la dette me fait peur, et j'achète de l'or. Et là, entre guillemets, c'est pas le Liechtenstein qui a ce genre de vision. Là, je parle par exemple de la Hongrie, qui sur le mois de mars a acheté un peu plus de 60 tonnes, ils sont passés de 30 tonnes de stock à 90 en rajoutant 60. Et le discours, c'est on considère qu'on rentre dans une période un petit peu compliquée, la dette va être compliquée à gérer. Alors pour mémoire, la Hongrie ne fait pas partie de l'euro, mais ils font quand même partie des 27. Hein. Voilà, ce sont des cousins.
Donc ils ont quand même une vision dégradée, et cette vision un petit peu dégradée que je partageais au début sur l'Europe, qui pourrait, comme d'habitude, prendre les effets de vagues qui peuvent venir de l'autre côté de l'Atlantique, les Hongrois le voient parfaitement. Les Polonais le voient aussi. Alors eux, ils n'ont pas acheté sur ce premier trimestre, mais ils disent, là, à l'horizon de quelques mois, on va acheter 100 tonnes. Voilà. Donc là, on a des acheteurs présents, donc assez forts. Et puis après, en contrario, on a aussi quelques pays qui revendent leur or, mais en fait, ce sont des pays pour lesquels l'or est une monnaie. Et donc, quand ils peuvent, ils en achètent, et quand ils doivent, ils en vendent. Et là, en ce moment, je prends le cas de la Turquie, qui est obligée d'en vendre, d'une part parce que sa monnaie a plutôt fortement baissé, et d'ailleurs, il y a un ministre des Finances qui s'est fait limogé de manière assez directe à ce propos. Et aujourd'hui, la Turquie utilise l'or comme monnaie, donc typiquement, ils s'en servent pour acheter du pétrole, etc., avec des gens qui sont à même de se faire payer en or. Ils utilisent leur fonds de garantie finalement, Oui, puisque quand Trump a attaqué la livre turque, ils ont acheté de l'or pour essayer de la soutenir, et ben maintenant exactement. ils utilisent Ouais, ce, clairement. ce stock. Ouais. Et si voilà, pour en revenir à nos amis hongrois, ils disent que typiquement l'or est une valeur qui ne se déprécie pas, qui est un actif triple A. Et les Turcs qui aujourd'hui l'utilisent sont finalement dans cette même vision, et c'est pour ça qu'ils utilisent l'or. Et en fait, l'or, on s'imagine que c'est quelque chose qu'on stocke et qui est stérile, mais en fait, ceux qui ont tout compris de l'or sont des gens qui achètent, ce sont des gens qui en vendent, et en fait, ce sont des gens qui l'utilisent comme une monnaie. Le dernier sous-jacent, c'est l'industrie. S'il y a un plan de relance aux États-Unis, ça veut dire que l'industrie va produire, et de l'or, on en trouve dans certaines technologies, pas mal de technologies qu'on va voir débouler, comme la 5G par exemple. Oui, oui, tout à fait. Alors, il faut le rappeler, alors, même si ça reste un peu marginal par rapport au reste, mais on reste sur des valeurs qui sont quand même assez importantes, bien sûr. L'or, il est utilisé dans les connecteurs, parce qu'un connecteur avec de l'or permet de transmettre plus rapidement les informations, dans certains processeurs. On le trouve effectivement dans la 5G, donc la 5G qui se développe utilise de l'or. Et petite anecdote, même si ça reste marginal, là où par exemple sur le dentaire, on est évidemment en continu de baisser, je crois de mémoire c'est à peine 3 tonnes sur un trimestre sur le dentaire, et bien quelque chose qui est en train d'émerger, c'est en ce moment l'usage de l'or dans les tests Covid. On ne s'imaginait pas trouver de l'or, bien si, il est présent sous forme colloïdale. Voilà, donc voilà, l'or, on ne se l'imagine pas comme ça, mais aujourd'hui, voilà, c'est cet actif qui est aussi bien capable d'être présent dans des ETF, dans des bijoux, dans des lingots, dans des pièces, ou qu'il soit stocké chez les particuliers ou dans des banques, et y compris dans ces tests que tout un chacun on utilise aujourd'hui pour savoir si on atteint de la Covid ou pas. Quand on parle industrie et matières précieuses, on pense évidemment à l'argent. Donc l'argent, là, il y a des records aussi de commandes par l'industrie d'argent, notamment pour le photovoltaïque, c'est-à-dire que plus il y a de la transition énergétique, et sur le coup, les plans de relance sont très fléchés sur la transition énergétique, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Donc le photovoltaïque se développe, l'argent est acheté, et pourtant, le cours ne bouge pas beaucoup. Euh, Est-ce que vous avez une explication? Oui, alors, l'argent est quand même un actif qui est assez différent de l'or. Qui a moins cette variété en fait d'usage. Et c'est la raison pour laquelle des fois, souvent, on dit que l'argent est beaucoup plus volatile. Parce que déjà, c'est un beaucoup plus petit marché et un marché qui est vraiment très lié à l'usage industriel. Voilà. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un argent qui, à peu près un an, touchait quasiment des records de baisse, quasiment au plus bas. Qui évidemment accompagnait l'or dans une hausse, parce qu'à ce moment-là, l'argent, de manière un petit C'est peu... le cousin. Oui, c'est le cousin, et donc c'est un peu le corollaire. Hein. C'est un peu comme dans les cryptos, quand Bitcoin bouge, Ether aussi. Voilà, donc là, l'or partait à la hausse, l'argent aussi dans une logique de diversification. Sauf que depuis, finalement, l'argent a relativement peu baissé en proportion. C'est-à-dire que lui, par exemple, n'est pas revenu à ses cours d'il y a un an. Il reste plutôt très élevé. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est sur une matière qui est une matière en fait de relance. C'est-à-dire que ça traduit industriellement qu'on est passé dans le monde d'après. Et ce monde d'après, c'est on finance du solaire,
on finance en tout cas des industries qui sont utilisatrices d'argent métal. Alors on pourrait dire que, bah ok, alors pourquoi l'once elle n'est pas à S'il y a une 50 forte dollars? demande, ben oui, forte demande. Ouais, mais justement, on est sur de l'industriel. Donc à un moment donné, si ça devient trop cher, on se débrouille pour en utiliser moins, ou pas du tout, ou autre chose. Et donc là, ça doit être absolument une réconciliation entre l'offre et la demande. Si on vend une once d'argent à un industriel 50 dollars et l'industriel a dit ah non mais moi dans ma logique où les panneaux solaires je dois les démocratiser, je dois les vendre le moins cher possible parce qu'en plus mon concurrent il est chinois et lui il s'embarrasse pas sur les prix parce qu'il est financé par l'État, tu vas te débrouiller pour que ton once d'argent elle soit aux alentours de 20 dollars et quelques et ça n'ira pas plus loin. Et en fait on est sur ce genre d'équilibre. Alors, je ne vais pas caricaturer, mais ça me rappelle presque un petit peu l'univers du diamant, qui alors lui est un cas extrême, où c'est un industriel qui fixe le prix et il se débrouille pour que quand il n'y a pas de demande, les mines sont fermées. Et, enfin, je veux dire à l'inverse, quand il n'y a pas de demande, il va se débrouiller pour garder un prix fort, donc il y a moins d'arrivées massives. Il produit moins. Voilà, il produit moins, et puis si à un moment donné il y a beaucoup plus de demande, et bon, on peut y aller, on peut se permettre. Eh bien, je pense que sur l'argent, ça va être dans ce cas extrême, on est un peu sur ce genre de logique, parce que c'est sous-tendu par de l'industriel qui fixe ces règles du jeu. Donc c'est positif et négatif à la fois. C'est-à-dire que quand on est abandonné industriellement sur une matière, eh bien, il se passe ce qu'on a pu connaître à d'autres époques, sur par exemple palladium, sur platine, etc. Ben, on se retrouve à avoir des baisses qui sont assez abyssales, que certains n'arrivent pas à s'expliquer. Mais en fait, quand on analyse bien, c'est tout à fait logique, quoi. Et là, le fait que l'argent, entre guillemets, soit rare parce qu'à terme... non, mais enfin, aujourd'hui, il y a quand même des quantités qui sont suffisamment importantes pour qu'à l'instant où on se parle, on arrive à assumer la demande. Oui, la Voilà, voilà, production de exactement. panneaux Donc photovoltaïques. voilà, il ne faut pas confondre la demande à horizon 2, 3, 4, 5 ans avec se projeter dans 20 ou 30 ans. Et l'histoire sera peut-être d'ailleurs différente, parce que dans 20 ou 30 ans, si on n'utilise plus l'argent métal dans l'industrie, ce n'est pas uniquement le fait de se faire des bijoux en argent ou de frapper des pièces qui fera la différence. Je l'avais déjà dit, hein, mais l'âge de pierre ne s'est pas terminé par manque de pierre. Quand on parle relance, on pense à cette épargne, alors nommée épargne Covid, en France 200 milliards qui n'ont pas été dépensés, qui n'ont pas été épargnés par précaution, mais non dépensés. Il va falloir qu'ils soient dépensés et qu'ils soient bien dépensés. En tout cas, vous avez tenu ces propos-là il y a quelques mois. Vous avez porté un message en disant attention, cet argent, ne l'envoyez pas chez Alibaba ou chez les Amazon dans des productions chinoises. Bah, oui, parce que localement, il y a beaucoup plus à faire, hein. Et comme disent nos ados, boomers à bout de la moula, comme ils disent. Non, mais le principe, c'est qu'aujourd'hui, le financement, la relance, c'est ici et maintenant. Et si ça peut ne pas utiliser les routes de la soie, c'est encore mieux. Alors c'est pour ça que voilà, de la relance industrielle, de la relance des entreprises, et évidemment des aides des familles ou des gens qui sont dans des postures un petit peu compliquées, ça nous semble une évidence. Mais faire de l'hélicoptère-monnaie qui se traduit par de l'achat sur Amazon et qui vous fait arriver un produit directement d'Asie, c'est moins notre idée. Donc nous, ce qui nous semble par exemple assez évident, c'est qu'aujourd'hui, je vois avec nos clients, ceux qui possèdent de l'or, c'est le moment peut-être un petit peu d'en décaisser pour l'offrir à ceux qui en ont besoin. Vous avez des étudiants qui doivent aboutir des études, et aujourd'hui c'est compliqué. Peut-être que aujourd'hui certains diplômes n'auront peut-être pas la reconnaissance qu'ils avaient il y a un certain nombre d'années, parce qu'on ne sait pas dans quelle posture ils ont été délivrés. Donc ça veut dire qu'il va peut-être falloir faire d'autres types d'études, peut-être partir à l'étranger, tout ça, ça coûte très cher, donc là, il y a des choses à financer. Il y a des entreprises qui étaient peut-être en mauvaise posture, qu'il va peut-être falloir relancer, ou tout simplement des créations ex nihilo, parce que vu qu'on invente le monde d'après, ben, c'est maintenant qu'il faut commencer à en faire le scénario, le storyboard, quoi. Et l'or, pour ça, il est idéal, parce que il fait partie de ces actifs qu'on peut
liquidé de manière quasi instantanée. Par rapport au modèle de donation, alors je le rappelle pour dédramatiser la chose, mais un parent peut donner à un enfant tous les 15 ans pour l'équivalent de 100 000 euros. Bon, là, ça va se passer devant notaire, mais ça veut dire que si vous êtes un couple, eh ben, c'est 200 000 euros par enfant. Et si vous avez 3 enfants, vous voyez ce que vous pouvez faire. Alors évidemment, tout le monde n'a pas ces sommes à transmettre, mais qui peut le plus, peut le moins. Et donc sur l'or, c'est tout à fait envisageable. À plus forte raison que l'or étant considéré comme un bien meuble, on peut le rentrer dans une logique de don manuel. Alors le don manuel, lui, sur le coup, pour ne pas avoir besoin de passer devant un notaire, il va être plutôt plafonné à 31 825 euros, je crois, de mémoire. D'ailleurs, c'est exactement. D'ailleurs, ce qui correspond d'ailleurs à la donation aussi, pareil, grands-parents, enfants, je ne sais pas pourquoi ils ont pris les mêmes chiffres, mais bon, il doit y avoir certainement une logique que seuls les gens de l'ENA connaissent. En tout état de cause, là, pas besoin de penser devant un notaire. Pareil, c'est aussi tous les 15 ans, et il n'y aura pas de droit de donation à payer à concurrence donc de ce que vous avez transmis sur ces 31 825. Faut juste le dire au fisc. Bien sûr. Puisque après, effectivement, exactement, dans la succession, quand la succession survient, évidemment, on remonte ces informations-là qui sont effectivement sorties de la succession. Tout à fait. Par contre, tiens, si justement par rapport à ça, un point très intéressant, c'est que la donation et le don manuel peuvent se cumuler. Donc, on peut transmettre 100 31 825 euros à un enfant quand on est un parent, parce que les deux se cumulent. Voilà. Aussi, troisième volet à garder en tête, c'est le don d'usage. Alors, les étrennes. Ouais, les étrennes, mais mine de rien, les étrennes, enfin les fameuses étrennes, hein, le seuil entre guillemets psychologique à partir duquel le fisc pourrait vous embêter, c'est à peu près 2% de votre patrimoine. 2% de votre patrimoine, suivant votre patrimoine, ça peut représenter aussi peut-être quelque chose. Et là, c'est du don d'usage, c'est-à-dire que vous n'avez sur le coup aucune déclaration à faire. Et donc, je le répète, l'or, ce n'est pas un bien immobilier, il n'y a pas besoin de créer une SCI ou quelque chose de complexe, ce n'est pas des actions, etc., ce n'est pas un PEA, c'est de suite, maintenant, si vous voulez. La relance, c'est maintenant. Donc voilà, je pense que l'or est certainement, avec le cash, un des meilleurs actifs à transmettre. On va conclure cet entretien, ce 14e entretien, par des récits sur les pièces. Il y a eu le bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte il y a quelques jours. Vous en avez profité pour nous rappeler que Napoléon a beaucoup fait pour la monnaie, pour l'or et pour l'argent. Bien, clairement. Alors, on n'est pas là pour nous juger l'homme ou l'Empire, parce que ce serait un peu compliqué de faire un procès. On va laisser les historiens se bagarrer. Et faire un procès 200 ans après, ça me semblerait assez malvenu, au même titre que certainement dans 200 ans, nous tous apparaîtrons comme des barbares. Donc le sujet n'est pas là. Pour autant, qu'est-ce qu'on voit? On voit en tout cas un empereur et un empire qui ont su créer une monnaie forte. Donc là, on parle du franc germinal, qui a été créé en l'an 11, alors traduction 1803, et qui était quand même une petite révolution, parce que sur le coup, apparaissait, alors déjà le passage au décimal, on sortait quand même des louis, etc., enfin de plein de monnaies un petit peu hétérogènes, qui avaient des manières de se calculer les unes les autres qui étaient assez complexes, et les calculatrices n'existaient pas à l'époque, à un système décimal beaucoup plus lisible. Et quelque chose d'autre, le bimétallisme. Et certainement, on l'a oublié, mais la référence, sur le coup, à ce moment-là, était l'argent métal, et l'or en était, entre guillemets, le follower, quoi. Et le ratio, c'était 15,5. Alors évidemment, la valeur de l'argent métal était inférieure, mais tout était basé par rapport à l'argent métal. Voilà, donc c'était politique aussi, parce que les Anglais étaient plutôt or et les Français étaient plutôt argent. Hein. Oui, tout à fait. Et puis c'était même pas aussi. Ça reste un empereur quand même. Ça reste un empereur. Tout signal, tout symbole est important. Et puis c'était après aussi par rapport à nos capacités d'approvisionnement et du marché aussi tel qu'il était à ce moment-là. Pour autant, on s'est retrouvé avec un franc donc créé en 1803. Qui est resté à peu près à la même valeur, donc plutôt très fort,
jusqu'au début de la Première Guerre mondiale, donc jusqu'en 1914, quoi. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très, très notable. Et voilà, et ça s'est traduit, par exemple, aujourd'hui, on peut le voir même sur la plateforme au coffre, hein, par des pièces d'usage, donc qui ont été, par exemple, le Bonaparte en tant que premier consul, qui est ensuite devenu Napoléon empereur, mais avec République française. Donc c'était d'ailleurs drôle d'avoir à la fois une république avec un empereur, parce que mine de rien, c'était quand même cette république qui l'a poussé d'une certaine manière en tant qu'empereur, pour finir à la fin Empire français, et après Napoléon a été poursuivi par un roi, Louis XVIII, etc. etc. Donc voilà, Pour finir avec un Napoléon, avec une Marianne. oui, alors voilà, à la fin, on se C'est-à-dire retrouve... qu'on passe de l'aigle au coq, hein, on met une crête sur l'aigle. C'est ça. Alors il y a eu quelques éléments transitoires, il y a eu quelques rois, des Charles X, etc. Mais effectivement, oui, on s'est retrouvé sur des pièces liées notamment à une Troisième République. On a eu des génies, on a eu des Marianne Coq. Et Mais voilà. ça reste des Napoléons. Et ça reste, oui, dans le discours populaire, on appelle toutes ces pièces des Napoléons. Alors le plus drôle, c'est qu'on les appelle des Napoléons, effectivement, parce que c'est Napoléon Ier qui a initié cette frappe monétaire en or et en argent, mais la pièce qui a été le plus frappée reste malgré tout une pièce Napoléon III, donc qui étaient les pièces Napoléon III, tête nue et tête leurrée. Puisqu'on parle de Marianne, vous avez sorti, parce que vous avez beaucoup travaillé, on l'a dit, pendant 6 mois, une nouvelle Vera Silver, donc une pièce en argent. Et là, vous nous avez fait, et ça m'étonne pas parce que c'est votre imaginaire et vous adorez ces légendes-là, mais une Marianne qui terrasse le dragon. Alors, elle terrasse le dragon, visiblement de Saint-Georges en plus. C'est-à-dire que vous nous faites un Mais franchissement de oui, la Manche, mais tout oui. va bien. Bah nous déjà, franchir la Manche, on aime bien, hein, on l'a vu précédemment avec nos dernières créations avec la reine Elisabeth. Mais nous, cette légende en fait de Saint-Georges terrassant le dragon nous intéressait assez fortement. La symbolique était plutôt très en phase avec le moment que l'on vit, qui est un moment assez particulier, où on se bat contre une forme de dragon qui, quelque part, nous prend en otage. Et c'était le propre, justement, de Saint-Georges terrassant un dragon. En fait, il libérait la population d'un dragon qui voulait, entre guillemets, qu'on lui donne des gens à dévorer. Et parce que tout simplement on est français et qu'en ce moment peut-être que c'est un moment important pour se recentrer un petit peu sur qui nous sommes, eh bien c'était important de créer plus qu'un clin d'œil, carrément une symbolique française, mais une symbolique républicaine avec voilà, les éléments qui typiquement voilà, nous rappellent notre fameuse Marianne Coq aussi de la fin du 19e siècle, voilà, un bonnet phrygien, un beau visage, mais un visage d'une personne un peu en posture d'Amazone, un personnage guerrier, en posture de se battre et de gagner. Et je vous invite donc à voir notamment le film de lancement de cette pièce dont on est très très fier et qui en fait symbolise pleinement tout ce qu'on a voulu mettre dans cette pièce, donc de 1 once, et diamètre 39,7, enfin voilà, c'est dans la lignée des onces d'argent qu'on a pu déjà lancer. La précédente qui était une Monneron, qui elle aussi avait une symbolique forte, c'est-à-dire une symbolique de monnaie privée, d'une monnaie de relance suivant une période très très troublée, qui était la période sur le coup révolutionnaire. Là on n'était pas du tout dans cette logique. Voilà, donc une Monneron qui avait déjà été vendue à plus de 500 000 exemplaires, et donc ce que l'on espère sur la Marianne terrassant le dragon, c'est qu'on dépasse le million, et on pense qu'on en est tout à fait capable. Très bien, ben on fera le point justement sur ces ventes, si on a le droit aux chiffres, hein, puisque ça a été lancé extrêmement récemment. J'imagine, comme d'habitude, que les fans de votre service sont déjà précipités pour Oui. récupérer les premiers exemplaires. Oui, c'est déjà une pièce qui s'est très très bien vendue, alors que, entre guillemets, elle pourrait avoir des handicaps, puisque c'est une pièce
que malheureusement on ne peut pas aujourd'hui livrer, sauf à faire payer de la TVA à nos clients, parce que ça reste un jeton, et comme c'est de l'argent, il s'appliquerait de la TVA dessus. Donc c'est une pièce qui est conservée au port franc de Genève, donc hors TVA, et que les gens doivent en acheter la beauté, mais sans pouvoir la toucher. Mais peut-être que dans quelques mois, on arrivera peut-être à proposer des séries limitées, alors avec malgré tout de la TVA, mais qui permettra à notre clientèle de l'avoir. Donc voilà. Et c'est une pièce qui est dans une posture de longue traîne, c'est-à-dire que c'est une frappe non pas fermée comme sur toutes les pièces à cours légaux que l'on peut proposer. Là, c'est une frappe ouverte, c'est-à-dire que tant qu'on souhaite la frapper, on va la frapper. Et donc, sur des Vera Silver, la durée de vie d'une pièce comme celle-là, on l'imagine entre 3, 4 et 5 ans. Très bien. Merci beaucoup. Et donc, à une prochaine fois, on va essayer de remettre peut-être un peu de rythme dans nos rencontres. Donc, on va dire un mois, deux mois, un trimestre, on verra bien. À très bientôt. À bientôt.